Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Ce n'est pas du hasard. Non, absolument pas. Ils ont choisi de te pousser à bout pour une raison très précise. Ils veulent voir quelque chose en toi. Ils veulent découvrir si tu possèdes cette chose rare, cette qualité que peu de personnes ont vraiment développée. Quand quelqu'un s'acharne sur toi, quand il revient encore et encore avec ses provocations, ses critiques, ses attaques subtiles ou directes, il ne cherche pas vraiment à te comprendre. Non, il veut voir ta réaction, il veut observer comment tu vas gérer la pression. Il veut savoir si tu vas exploser comme un feu d'artifice ou si tu vas rester solide comme un roc au milieu de la tempête. C'est exactement ce que les philosophes stoïciens de l'Antiquité avaient compris. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, ces grands penseurs savaient que la vie nous envoie constamment des tests, pas des examens avec des questions écrites sur papier, mais des épreuves réelles, des situations où notre véritable caractère se révèle. Et devine quoi? Les autres le savent aussi, consciemment ou inconsciemment. Tu vois, ce qu'ils ne supportent pas vraiment, ce n'est pas ton calme en surface. Non, c'est ce que ce calme révèle sur toi. C'est ce qu'il cache derrière. Ton calme leur dit quelque chose sur ta force intérieure, sur ta capacité à ne pas être contrôlé par les émotions, sur ta maîtrise de toi-même. Et ça les dérange profondément. Alors ils continuent, ils insistent, ils cherchent la faille, cette petite fissure par laquelle ils pourront faire entrer le chaos dans ton monde intérieur. Parce que dans leur esprit, si tu exploses, si tu perds ton sang-froid, alors tu redescends à leur niveau. Tu deviens prévisible, manipulable, contrôlable. Mais si tu restes calme, si tu ne donnes pas ce qu'ils attendent, alors là tu deviens autre chose. Tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent pas comprendre, quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et c'est exactement là que réside ton pouvoir. As-tu déjà senti qu'on te poussait à bout pour voir jusqu'où tu pouvais tenir? Écris « Je reste solide » si tu l'as vécu, et continue à regarder parce que ce qui suit va changer ta perspective sur ces moments difficiles. Cette première leçon nous mène directement vers une vérité encore plus profonde sur les intentions cachées de ceux qui nous testent. Leur objectif caché, tester ton contrôle. Maintenant que tu comprends que ce n'est pas du hasard, il faut qu'on creuse plus profond. Il faut qu'on découvre ensemble ce qui se passe vraiment dans leur tête quand ils décident de te pousser à bout. Parce que crois-moi, il y a toujours un objectif caché derrière leurs actions. Premièrement, ils ne cherchent pas à provoquer ta réaction pour comprendre ta position. Non, non, non. Ils s'en fichent complètement de ce que tu penses réellement, de tes arguments, de ta logique. Ce qu'ils veulent, c'est voir comment tu réagis sous la pression. Ils veulent observer ton comportement quand les choses deviennent difficiles. C'est comme un scientifique qui met une substance sous pression pour voir à quel moment elle va se déformer ou exploser. Sauf que là, la substance, c'est toi. Et eux, ils sont les scientifiques qui appliquent la pression, qui augmentent graduellement l'intensité jusqu'au point de rupture. Deuxièmement, ils cherchent tes limites pour savoir exactement où appuyer la prochaine fois. C'est stratégique, tu vois. Chaque fois qu'ils te poussent un peu plus loin, ils cartographient ton territoire émotionnel. Ils notent mentalement « Ah, quand je dis ça, il commence à s'énerver. Quand je fais ça, je vois qu'il est touché. Quand j'attaque sur ce sujet-là, il perd ses moyens. » C'est exactement comme un boxeur qui étudie son adversaire pendant les premiers rounds. Il teste différentes approches, différents coups, pour voir où se trouvent les points faibles. Une fois qu'il a identifié ses zones sensibles, il sait exactement où frapper pour faire le maximum de dégâts. Mais voici le plus important, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il teste ta valeur intérieure sans jamais te le dire ouvertement. Jamais tu n'entendras quelqu'un venir te voir et te dire « Écoute, je vais te pousser à bout pour voir si tu es quelqu'un de solide. » Non, ça ne se passe jamais comme ça. C'est un test silencieux, un examen invisible. Ils observent comment tu gères l'adversité, comment tu maintiens ton équilibre, quand tout autour de toi essaie de te faire basculer. Et selon ta performance à ce test non déclaré, ils ajustent leur comportement envers toi. Les philosophes stoïciens avaient parfaitement compris ce mécanisme. Épictète,
qui avait été esclave avant de devenir l'un des plus grands penseurs de son époque, savait que les autres testent constamment notre caractère. Il disait que celui qui résiste sans crier, celui qui tient bon sans se plaindre, celui-là montre ce qu'il est vraiment. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » que les obstacles révèlent notre véritable nature. Quand quelqu'un nous pousse à bout, il ne crée pas notre caractère, il le révèle. Il met en lumière ce qui était déjà là, en nous. Et c'est là que ça devient puissant pour toi. Parce que si tu comprends le jeu, si tu saisis leur stratégie, alors tu peux choisir consciemment comment tu veux apparaître dans leur test. Tu peux décider de montrer ta force plutôt que tes faiblesses, ton contrôle plutôt que ton chaos intérieur. Le secret, c'est de réaliser que chaque provocation est une opportunité de prouver à toi-même et aux autres que tu possèdes quelque chose de rare et de précieux, la maîtrise de soi. Mais qu'est-ce qu'ils observent exactement quand ils te testent? C'est ce qu'on va découvrir dans la section suivante, et tu vas être surpris par la subtilité de leur observation. Ce qu'ils regardent en silence, alors pendant qu'ils te poussent à bout, pendant qu'ils appliquent cette pression psychologique, il se passe quelque chose de fascinant. Ils observent. Oh oui, ils observent tout. Et tu sais quoi? Ils ne regardent pas forcément ce que tu crois. Premièrement, ils regardent ton silence. Pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire, mais le silence de quelqu'un qui a choisi de ne pas répondre. Il y a une différence énorme entre ces deux types de silence. Et crois-moi, ils la repèrent immédiatement. Ton silence leur en dit long sur ta maturité émotionnelle. Quand tu choisis de te taire face à une provocation, quand tu refuses d'entrer dans leur jeu de ping-pong verbal, tu leur montres que tu as développé quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, la capacité de choisir tes batailles. Deuxièmement, ils scrutent ton regard. Tes yeux ne mentent jamais. Ils peuvent trahir ta colère, ta peur, ta frustration. Ou au contraire, ils peuvent révéler ta sérénité, ta confiance, ta force intérieure. Un regard calme et assuré dans les moments de tension, c'est comme une signature de ton caractère. Quand quelqu'un te provoque et que tes yeux restent posés, clairs, sans cette lueur de rage ou cette fuite du regard qui trahit l'inconfort, alors cette personne comprend qu'elle a affaire à quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. Troisièmement, ils analysent ta posture. Ton corps parle avant même que tu ouvres la bouche. Est-ce qu'il se crispe? Est-ce qu'il se recroqueville? Est-ce qu'il adopte une position défensive? Ou au contraire, est-ce qu'il reste détendu, ouvert, confiant? Une posture détendue au milieu d'une tempête émotionnelle, c'est un message puissant. Ça dit « Je ne me sens pas menacé par toi. Je ne ressens pas le besoin de me défendre parce que tu n'as pas le pouvoir de m'atteindre là où ça compte vraiment. » Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, ils observent ta manière de répondre ou de ne rien répondre du tout. Pas seulement le contenu de tes mots, mais le ton, le rythme, l'énergie que tu mets dans ta réponse. Est-ce que tu réponds impulsivement, avec cette urgence de te justifier ou de contre-attaquer, ou est-ce que tu prends ton temps, tu réfléchis et tu choisis consciemment tes mots et ton moment? Il y a quelque chose de profondément déstabilisant pour quelqu'un qui cherche à te provoquer quand tu ne donnes pas la réaction qu'il attend. Quand il lance une pique et que tu réponds avec calme et mesure, ou même quand tu ne réponds pas du tout, tu brises son scénario mental. Les stoïciens avaient une expression pour décrire cela. Ils disaient que ce n'est pas ce que tu dis qui compte le plus, c'est ce que tu dégages quand tu refuses de jouer leur jeu. Ton énergie, ton attitude, ta présence même deviennent ton message. Marc Aurèle l'exprimait magnifiquement dans ses réflexions personnelles. La meilleure réponse à la colère de l'autre, c'est ton propre calme. La meilleure réponse à son chaos, c'est ton ordre intérieur. Et c'est exactement ça qu'ils regardent en silence. Ils cherchent à voir si tu as développé cette capacité rare de rester centré quand tout autour de toi essaie de te décentrer. Ils veulent savoir si tu possèdes cette force intérieure qui te permet de ne pas être affecté par leur négativité. Parce que vois-tu, quelqu'un qui peut rester calme et maître de lui-même dans l'adversité, c'est quelqu'un qui a du pouvoir.
Un pouvoir différent de celui qui crie le plus fort ou qui intimide. Un pouvoir silencieux, mais redoutablement efficace. Et ce pouvoir, cette force intérieure, cette capacité à rester solide quand tout s'effondre autour de toi, c'est exactement ce que tu dois avoir en toi pour réussir ce test invisible qu'ils te font passer. Ceci que tu dois avoir en toi, la discipline de l'âme. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Cette chose mystérieuse qu'ils cherchent à détecter en toi, cette qualité rare qu'ils testent sans te le dire, elle a un nom, la discipline de l'âme. Et je vais te dire exactement ce que ça signifie et comment tu peux la développer. La discipline de l'âme, c'est d'abord et avant tout le calme au milieu de la tempête. Pas n'importe quel calme, attention. Pas le calme de quelqu'un qui est indifférent ou qui s'en fiche. Non, c'est le calme de quelqu'un qui a choisi consciemment de ne pas laisser les circonstances extérieures dicter son état intérieur. Imagine un capitaine de navire au milieu d'une terrible tempête. Les vagues déferlent sur son bateau, le vent hurle, l'équipage panique. Mais lui, il reste calme. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il panique, tout le monde panique. S'il perd son sang-froid, le navire coule. Son calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la responsabilité. C'est exactement la même chose dans ta vie. Quand quelqu'un te pousse à bout, quand il essaie de créer le chaos autour de toi, ton calme devient ton ancre. Il te maintient stable, il te permet de voir clairement la situation et surtout, il empêche l'autre de te contrôler. Deuxièmement, tu dois développer en toi la force sans bruit. Tu sais, il y a deux types de force dans ce monde. Il y a la force bruyante, celle qui crie, qui fait du spectacle, qui a besoin de se montrer pour exister. Et puis il y a la force silencieuse, celle qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. La force sans bruit, c'est celle du chêne qui plie sous la tempête mais ne se brise pas. C'est celle de l'eau qui, goutte après goutte, finit par percer la pierre. C'est celle de la montagne qui reste immobile pendant que les vents violents passent et repassent autour d'elle. Quand tu possèdes cette force silencieuse, tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à chaque instant. Tu sais qui tu es, tu connais ta propre force, et ça te suffit. Troisièmement, il te faut développer la présence sans démonstration. C'est peut-être l'aspect le plus subtil, mais aussi le plus puissant de la discipline de l'âme. Certaines personnes occupent tout l'espace avec leur ego, leurs grands gestes, leurs paroles fortes. Mais toi, tu peux occuper l'espace rien qu'en étant présent, vraiment présent. Cette présence sans démonstration, c'est quand tu entres dans une pièce et que les gens te remarquent sans que tu aies dit un mot. C'est quand ton simple regard peut calmer une situation tendue. C'est quand ta seule présence change l'énergie d'un groupe. Épictète, le grand philosophe stoïcien, enseignait que la vraie présence vient de l'intérieur. Il disait « Ne cherche pas à paraître quelqu'un de bien, mais deviens quelqu'un de bien, car c'est ce que tu es vraiment qui se voit, pas ce que tu prétends être. » Quatrièmement, et c'est crucial, tu dois cultiver l'intégrité qui ne tremble pas. L'intégrité, ce n'est pas seulement être honnête ou dire la vérité, c'est être en accord parfait entre tes valeurs, tes pensées, tes paroles et tes actions. C'est cette cohérence interne qui fait que tu ne peux pas être ébranlé par les critiques ou les attaques extérieures. Quand ton intégrité est solide, quand tu sais exactement qui tu es et ce en quoi tu crois, alors les provocations des autres glissent sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Pourquoi? Parce que leur opinion ne peut pas changer ce que tu sais être vrai sur toi-même. Épictète avait une façon magnifique d'exprimer cela. Il disait « Ils peuvent te secouer, ils peuvent essayer de te faire vaciller, mais ils ne peuvent pas te renverser si tu es enraciné dans tes principes, comme un arbre est enraciné dans la terre. » Cette discipline de l'âme, ce n'est pas quelque chose qu'on développe du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, un entraînement quotidien de ton esprit et de ton caractère. Mais une fois que tu l'as développée, une fois qu'elle fait partie intégrante de qui tu es, alors tu deviens quelqu'un d'imprévisible pour ceux qui cherchent à te manipuler. Et c'est exactement là que réside le secret du stoïcien. Il ne réagit pas aux provocations,
Il répond par son être même. Le stoïcien ne réagit pas, il répond par son être. Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes et où tu vas comprendre pourquoi la philosophie stoïcienne est si redoutablement efficace face aux provocations. Le stoïcien ne réagit pas comme tout le monde. Il a développé quelque chose de beaucoup plus puissant. Il répond par son être même. Laisse-moi t'expliquer la différence fondamentale entre réagir et répondre. Quand tu réagis, tu es dans l'impulsion. Quelqu'un dit quelque chose et automatiquement, sans réfléchir, tu réponds. C'est comme un réflexe. On appuie sur un bouton et tu sautes. C'est exactement ce que cherchent ceux qui te provoquent. Cette réaction automatique qui prouve qu'ils ont du pouvoir sur toi. Mais répondre, c'est complètement différent. Répondre, c'est prendre un moment, évaluer la situation, choisir consciemment comment tu veux interagir. C'est reprendre le contrôle de tes réponses au lieu de les subir. Maintenant, rester impassible face aux provocations, ce n'est pas fuir. Non, absolument pas. Fuir, c'est éviter la confrontation par peur ou par faiblesse. Rester impassible, c'est choisir consciemment de ne pas nourrir la négativité de l'autre. C'est une position de force, pas de faiblesse. C'est refuser d'être une marionnette dans le théâtre émotionnel de quelqu'un d'autre. Parce que c'est exactement ça qui se passe quand tu réagis impulsivement à chaque provocation. Tu deviens une marionnette. L'autre tire les ficelles de tes émotions, et toi, tu danses selon sa musique. Mais quand tu restes impassible, quand tu refuses de jouer ce rôle, tu reprends le contrôle de ton propre spectacle. Tu décides de ton propre script. Tu choisis tes propres réactions. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. C'est faire comprendre aux autres que tu as choisi la paix comme une arme. Pas la paix de la résignation ou de la soumission, mais la paix de la force. La paix de quelqu'un qui est assez fort pour ne pas avoir besoin de se battre à chaque occasion. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses réflexions personnelles « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette phrase résume parfaitement l'attitude stoïcienne face aux provocations. Tu vois, ce qui déstabilise le plus quelqu'un qui cherche à te provoquer, c'est justement ne pas obtenir la réaction qu'il espère. Il s'attend à te voir exploser, crier, te défendre frénétiquement, ou au contraire fuir et te cacher. Mais quand tu ne donnes ni cri, ni larmes, ni fuite, juste ton calme, alors là, tu brises complètement son plan. C'est comme si tu changeais les règles du jeu au milieu de la partie. Il venait avec sa stratégie d'attaque, et toi, tu ne joues même pas au même jeu que lui. Tu joues à un jeu plus élevé, plus mature, plus intelligent. Sénèque, un autre grand stoïcien, expliquait cela magnifiquement. Il disait « La colère de l'autre est son problème. Ton calme face à sa colère, c'est ton pouvoir. Quand quelqu'un vient vers toi chargé de négativité et que tu restes serein, tu ne fais pas que résister à son attaque. Tu lui montres un autre chemin possible. Parfois, sans même t'en rendre compte, ton calme devient contagieux. La personne qui était venue pour te provoquer se retrouve désarmée par ton attitude. Elle peut même finir par s'excuser ou changer complètement de comportement. Mais attention, ce calme stoïcien n'est pas de l'indifférence froide. Ce n'est pas être insensible ou robotique. C'est être tellement maître de tes émotions que tu peux choisir lesquelles exprimer et quand les exprimer. C'est avoir un contrôle total sur tes réactions internes et externes. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, qui se cultive jour après jour. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Comment bâtir concrètement cette force stoïcienne en toi? Comment bâtir cette force en toi? Maintenant, on arrive à la partie pratique, celle que tu attendais peut-être depuis le début. Comment développer concrètement cette force stoïcienne en toi? Parce que c'est bien beau de comprendre la théorie, mais si tu ne sais pas comment l'appliquer dans ta vie quotidienne, ça ne sert à rien. Premièrement, tout commence par le silence quotidien. Je ne parle pas de méditation compliquée ou de rituels ésotériques. Je parle de créer des moments de silence véritables dans ta journée,
Des moments où tu n'écoutes rien, où tu ne dis rien, où tu te contentes d'être avec toi-même. Ce silence quotidien, c'est ton entraînement. C'est là que tu apprends à être à l'aise avec tes propres pensées, avec tes propres émotions, sans avoir besoin de les fuir ou de les nourrir constamment. Quand tu maîtrises le silence avec toi-même, tu peux maîtriser le silence face aux autres. Commence petit. 5 minutes par jour où tu t'assieds, où tu fermes les yeux et où tu observes simplement ce qui se passe en toi. Pas pour juger, pas pour changer, juste pour observer. Cette simple pratique va transformer ta relation à tes émotions et tes réactions. Deuxièmement, développe l'art de l'observation des autres. Deviens un étudiant du comportement humain. Regarde comment les gens réagissent sous pression. Observe leurs patterns, leurs mécanismes de défense, leur façon de gérer le stress. Quand tu comprends pourquoi les gens agissent comme ils agissent, quand tu vois leurs peurs, leurs insécurités, leurs blessures derrière leurs comportements agressifs, alors tu développes naturellement de la compassion. Et avec la compassion vient la paix. Il devient beaucoup plus facile de ne pas prendre leurs attaques personnellement. Marc Aurèle passait des heures à observer et analyser le comportement humain. Il écrivait « Quand quelqu'un te fait du mal, demande-toi immédiatement quelle conception du bien et du mal l'a amené à te faire ce mal. » Cette question change tout. Elle transforme l'attaque en leçon d'humanité. Troisièmement, et c'est crucial, tu dois apprendre la maîtrise de tes pensées. Tes émotions ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le résultat direct de tes pensées. Si tu changes tes pensées, tu changes tes émotions. Si tu changes tes émotions, tu changes tes réactions. Commence à surveiller tes pensées automatiques. Quand quelqu'un te provoque, quelles sont les premières pensées qui traversent ton esprit? Il n'a pas le droit de me parler comme ça. Je vais lui montrer qui je suis. Comment ose-t-il? Ces pensées automatiques alimentent ta colère et ta réactivité. Maintenant, remplace-les par des pensées stoïciennes. Cette personne agit selon sa compréhension limitée du monde. Son comportement révèle ses propres difficultés. Je peux choisir de ne pas être affecté par son état émotionnel. Ces nouvelles pensées créent automatiquement des émotions différentes. Quatrièmement, travaille sur la reprogrammation de ton rapport à l'échec. Les stoïciens avaient une relation très particulière avec l'échec. Pour eux, l'échec n'était pas quelque chose à éviter à tout prix, mais quelque chose à utiliser comme matériau de construction de leur caractère. Chaque fois que quelqu'un réussit à te faire perdre ton calme, au lieu de te culpabiliser ou de te sentir faible, vois ça comme une information précieuse. Cette situation t'a révélé un point sur lequel tu peux encore progresser. C'est un cadeau déguisé. Épictète, qui avait vécu l'esclavage et toutes sortes d'humiliations, disait « Ne dis pas j'ai perdu mon calme, mais dis j'ai découvert où je peux encore grandir. » Cette simple reformulation change complètement ton rapport aux moments difficiles. Le secret, c'est de comprendre que cette force stoïcienne se construit petit à petit, situation après situation, choix après choix. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu renforces ce muscle mental. Chaque fois que tu choisis l'observation plutôt que le jugement, tu développes ta sagesse. Et rappelle-toi cette vérité fondamentale des stoïciens. Le feu intérieur ne se voit pas, mais c'est lui qui éclaire tout autour. Ta force ne doit pas forcément être visible ou bruyante pour être efficace. Au contraire, c'est souvent sa discrétion qui fait sa puissance. Mais que se passe-t-il concrètement quand tu commences à appliquer ces principes? Quand tu tiens bon face aux provocations? C'est ce qu'on va découvrir maintenant, et tu vas être surpris par la transformation qui s'opère chez les autres. Quand tu tiens bon, ils changent de visage, et voilà où les choses deviennent absolument fascinantes. Quand tu commences à appliquer ces principes stoïciens, quand tu tiens bon face aux provocations, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ceux qui te testaient commencent à changer complètement d'attitude envers toi. Et ce changement suit un pattern très prévisible. Au début, c'est la moquerie. Quand tu ne réagis pas comme ils s'y attendent, quand tu restes calme face à leurs provocations, leur première réaction est souvent de se moquer de toi. Ils vont dire des choses comme «
Oh, regarde, monsieur parfait qui ne se fâche jamais. Tu fais ton supérieur maintenant. Tu crois que tu es au-dessus de ça? Cette moquerie, c'est en fait un aveu de leur part. C'est leur façon de dire « Je ne comprends pas ton comportement et ça me dérange ». Ils se moquent parce qu'ils ne savent pas comment interpréter ta réaction ou plutôt ton absence de réaction. Mais attention, c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils entendent ces moqueries et ils pensent « Peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais réagir comme tout le monde ». Non, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut tenir bon. Parce que cette moquerie, c'est le signe que ta stratégie fonctionne. Ensuite vient l'agacement. Quand ils réalisent que leur moquerie ne marche pas non plus, quand tu continues à rester serein et maître de toi, alors ils passent à l'étape suivante. L'agacement, ils deviennent visiblement frustrés par ton attitude. Tu peux le voir dans leur langage corporel. Ils gesticulent plus, leur voix devient plus aiguë, ils répètent leurs provocations avec plus d'insistance. C'est comme s'ils essayaient de forcer une réaction de ta part. Ils augmentent la pression parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur stratégie habituelle ne fonctionne pas avec toi. Cet agacement, c'est la preuve qu'ils commencent à perdre leur pouvoir sur toi. Avant, ils avaient trouvé tes boutons, ils savaient exactement comment te faire réagir. Maintenant, ils ont l'impression d'appuyer sur des boutons qui ne fonctionnent plus. Et ça les déstabilise profondément. Marc Aurèle observait ce phénomène chez les gens qui l'entouraient à la cour impériale. Il écrivait « Quand tu ne donnes pas aux autres le pouvoir de te contrôler par leurs émotions, ils deviennent confus, puis agacés, puis ils commencent à te respecter malgré eux. Puis, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, vient le respect silencieux. Après avoir épuisé leurs tentatives de moquerie et d'agacement, quelque chose de subtil mais de puissant se produit. Ils commencent à te respecter. Pas ouvertement, pas avec des grands discours, mais silencieusement. Ce respect se manifeste de différentes manières. Ils arrêtent de te provoquer. Ils changent de ton quand ils s'adressent à toi. Ils commencent à demander ton avis sur des sujets importants. Ils te traitent différemment, avec plus de considération. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, ils ont réalisé que tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas, le contrôle de soi. Et dans un monde où la plupart des gens sont esclaves de leurs émotions et de leurs réactions, quelqu'un qui maîtrise les siennes devient automatiquement respecté. C'est comme si tu étais passé d'un niveau de jeu à un autre. Pendant qu'eux jouent encore au niveau débutant, où on réagit à tout impulsivement, toi tu joues au niveau expert, où on choisit consciemment ses réactions. Et parfois, dans certains cas, ce respect se transforme même en quelque chose de plus profond. La peur de ce que tu représentes. Pas la peur physique, non. La peur psychologique. La peur de quelqu'un qui ne peut pas être manipulé, contrôlé ou prédit. Tu vois, la plupart des gens fonctionnent selon des patterns prévisibles. Si tu fais ça, ils réagissent comme ça. Si tu dis ça, ils répondent comme ça. Mais toi, en développant ta force stoïcienne, tu deviens imprévisible. Tu ne rentres plus dans leurs cases habituelles. Et ça, c'est déstabilisant pour eux. Parce que leur pouvoir social, leur capacité à influencer les autres, repose souvent sur leur capacité à prévoir et manipuler les réactions d'autrui. Quand ils ne peuvent plus le faire avec toi, ils perdent un de leurs outils principaux de contrôle social. Sénèque décrivait parfaitement ce phénomène quand il parlait des réactions des autres face à sa propre sérénité stoïcienne. Il disait « Au début, ils me prenaient pour un faible parce que je ne réagissais pas. Puis ils ont réalisé que c'était moi qui étais le plus fort parce que j'étais le seul à contrôler vraiment mes réactions. » Cette transformation dans leur attitude envers toi n'est pas magique. Elle suit une logique psychologique très claire. Les humains respectent instinctivement la force, et la maîtrise de soi est une des formes les plus pures de force qui existent. Quand tu ne te laisses pas affecter par leurs provocations, quand tu restes centré et serein peu importe ce qu'ils font ou disent, tu démontres une forme de pouvoir qu'ils reconnaissent intuitivement, même s'ils ne peuvent pas toujours l'expliquer rationnellement. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette transformation s'opère sans que tu aies besoin de dire un mot, sans que tu aies besoin de te justifier ou de t'expliquer. Ton simple être, ta simple attitude,
ton simple calme font tout le travail. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas oublier, quelqu'un qui marque les esprits. Tu deviens imprévisible, intouchable et effectivement inoubliable. Ils t'ont testé, tu n'as pas cédé, ils ont vu, et maintenant, tu deviens imprévisible, intouchable, inoubliable. Écrit, ils ne me contrôleront pas si tu choisis la voie stoïcienne. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux que ta force devienne ton silence, et ton silence, ta victoire. Car c'est exactement ça, le pouvoir ultime du stoïcien, transformer son silence en victoire, sa retenue en respect, et sa maîtrise de soi en influence véritable sur le monde qui l'entoure. Cette leçon stoïcienne n'est pas juste une théorie philosophique. C'est un mode de vie, une façon d'être au monde qui transforme non seulement ta propre existence, mais aussi la façon dont les autres te perçoivent et interagissent avec toi. Et maintenant que tu connais le secret, il ne te reste plus qu'à l'appliquer, jour après jour, situation après situation, jusqu'à ce que cette force devienne une seconde nature, parce qu'au final, c'est ça la vraie victoire. Ne plus avoir besoin de prouver sa force parce qu'elle rayonne naturellement de ton être. Ne plus avoir besoin de répondre aux provocations parce que ton simple calme est plus éloquent que tous les discours. Ne plus avoir besoin de se battre pour le respect parce qu'il vient naturellement vers toi. C'est ça, l'héritage des grands stoïciens.